Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la notion de produit scalaire. Alors, le produit scalaire commence par une question très simple, qui est tout simplement quand est-ce que deux vecteurs sont perpendiculaires. Et en répondant à cette question, nous allons déboucher sur un objet qui est extrêmement puissant, parmi les outils les plus puissants de la géométrie vectorielle, et qui s'étend à des domaines très variés, qui s'étend à l'analyse fonctionnelle, à la physique quantique, avant ça à l'algèbre linéaire. Donc c'est vraiment un gros morceau que nous allons voir aujourd'hui. Alors la question, quand est-ce que deux vecteurs u et v sont perpendiculaires? Alors si on prend deux vecteurs, comme ceci, ce qui nous intéresse, c'est l'angle qui est formé entre ces deux vecteurs. Alors, il y a un moyen assez simple, a priori, c'est de se dire, bon, on a deux vecteurs ici, c'est-à-dire, si on les représente comme ça, 3 points. Ces 3 points forment un triangle. Est-ce que ce triangle est un triangle rectangle en ce sommet? Alors, on peut considérer cette configuration de vecteurs, mais on peut aussi en considérer une autre, nous allons voir ça tout de suite. Voilà, donc il y a cette autre configuration de vecteurs, ici, donc j'ai mis les deux vecteurs là, avec l'angle entre eux, ils partent au même point, et ici donc on fait simplement u moins v, ce vecteur, et par contre on peut aussi prendre cette configuration-là, comme on fait une somme, donc la configuration de la somme. Donc la somme ou la différence de deux vecteurs nous donne géométriquement deux triangles, où on peut se demander est-ce que ces triangles sont des triangles rectangles, là où les vecteurs se rejoignent entre guillemets, là où c'est intéressant. Donc dans cette configuration, en fait, on s'aperçoit que l'angle alpha qu'on trouve ici, c'est le même que l'angle que l'on trouve de ce côté-là. Donc ce sont des triangles différents, mais ils vont être simultanément des triangles rectangles entre les deux vecteurs. Pour vérifier si ce sont des triangles rectangles, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, si on les traduit en termes de vecteurs, donc ce qui nous intéresse, c'est les longueurs des côtés, et les longueurs des côtés sont données par la norme des vecteurs. Donc en fait, on a deux critères, deux vecteurs u et v sont perpendiculaires. Si ici, dans le premier triangle, u carré plus v carré, c'est u moins v au carré, et dans le deuxième, u carré et v, plus v carré, c'est u plus v, norme de u plus v au carré. Alors, voici ce qui nous intéresse. Attendez, la configuration qui nous intéresse serait une configuration comme celle-ci, où on a un angle droit entre deux, et donc, dans les deux cas, on a le théorème de Pythagore qui devrait être satisfait. Ensuite, donc, il suffit d'appliquer ça pour déterminer si les triangles sont rectangles, si alpha est un angle droit. Mais on peut se demander dans ces configurations comme celle-ci ou celle-ci, à quel point alpha n'est pas un angle droit. Est-ce qu'il y a moyen de mesurer ça? Donc à quel point le théorème de Pythagore est faux, donc à quel point ces égalités ne sont pas vérifiées. Alors pour ça, on peut mesurer simplement la différence de chaque côté, entre les deux membres. Et bien sûr, il y a une question d'ordre, c'est-à-dire si on fait le calcul, ici on risque de ne pas obtenir la même réponse que là, donc il va falloir ruser. On va en prendre une, en particulier celle-ci, on va commencer par elle, puis voir que tout va bien, qu'on peut s'en sortir. Alors, la définition qu'on va prendre du produit scalaire, c'est donc lui, le produit scalaire, c'est cette mesure de la façon dont l'angle alpha est ou n'est pas rectangle, c'est la chose suivante. Donc, on définit le produit scalaire, U fois U produit scalaire V, alors c'est noté comme un produit, mais ça n'est pas un produit, on verra ça dans un instant. Donc, U produit scalaire V, c'est 1/2 de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U carré, moins la norme de V carré. Donc on mesure avec ça à quel point ce triangle-là, le triangle de droite, n'est pas un triangle rectangle. Donc si c'en est un, U et V, le produit scalaire ici va donner 0 parce que Pythagore est satisfait. Donc si par contre ce n'est pas un triangle rectangle, ceci va être non nul. On obtient ainsi
une sorte de loi qui prend deux vecteurs mais qui crache un nombre réel, donc ce n'est pas un produit. Ça ressemble à un produit, on l'appelle même le produit scalaire, mais il n'est pas un vrai produit. Un vrai produit devrait donner un vecteur. Là, ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre réel, un scalaire. Alors, donc on a défini le produit scalaire ici à partir de ce triangle de droite. On peut se demander si on peut faire la même chose à partir du triangle de gauche. En fait, il suffit de remarquer la chose suivante. C'est, on a vu l'identité du parallélogramme, hein, 2 fois la norme de u plus carré plus norme de v carré, c'est la norme de u plus v au carré plus la norme de u moins v au carré. Alors si on transforme un peu ceci, hein, par exemple en soustrayant u plus v, norme de u carré plus norme de v carré, et en soustrayant norme de u moins v au carré, on obtient cette égalité-là, cette identité ici. Et cette identité nous montre que notre produit scalaire, là, qui est à droite, admet aussi l'expression suivante à gauche. Donc on a cette expression-là pour le produit scalaire, donc qui correspond au triangle de gauche. Donc c'est quasiment la même définition que pour le triangle de droite, mais pour le triangle de gauche, on s'aperçoit juste qu'il y a une différence de signe, hein, dont il faut tenir compte. Une autre chose qu'on peut remarquer, maintenant qu'on a ces deux expressions, c'est que si on fait leur somme, si on fait la somme de ces deux choses-là, norme de u au carré et norme de v au carré se compensent par norme de u au carré et norme de v au carré ici, dans l'autre. Donc quand on fait la somme des deux, on obtient 2 fois le produit scalaire, et puis les normes de u au carré et normes de v carré disparaissent. Et en divisant par 2, on obtient cette expression-là, cette troisième expression, troisième possibilité qu'on n'avait pas dans ces dessins, qui est que le produit scalaire, c'est 1/4 de la norme de u plus v au carré moins la norme de u moins v au carré. Ces trois formules s'appellent toutes les formules de polarisation. Quand on parle d'identité de polarisation, formule de polarisation, on parle d'une de ces trois-là. Faut parfois préciser laquelle, hein, parce qu'elles ont toutes le droit de s'appeler comme ça, elles sont toutes équivalentes. Elles sont équivalentes uniquement à cause de l'identité du parallélogramme, hein, d'ailleurs. Si l'identité du parallélogramme n'était pas satisfaite, alors on n'aurait pas ces trois formules équivalentes. Donc, entre autres, on n'aurait pas de produit scalaire. Ces trois formules, donc, hein, ici, s'appellent les formules de polarisation, et ce sont donc trois définitions qui sont totalement légitimes pour le produit scalaire. On peut les utiliser les trois pour le définir. Maintenant, regardons quelques exemples numériques, hein, avec les vecteurs qui sont là. Vous voyez que les trois définitions du produit scalaire donnent au final le même résultat. Alors on peut changer un petit peu pour voir ce que ça donne. Voici, vous voyez, quand là on a un angle aigu, ici le produit scalaire est positif. Là, si je prends un angle droit, on obtiendra, si je prends un angle droit, on obtient un produit scalaire nul. Si on a un angle obtus, à ce moment-là, le produit scalaire est négatif. Autre remarque, voilà. Si on regarde attentivement le produit scalaire et qu'on se déplace uniquement dans le sens du vecteur u, le produit scalaire change. Le produit scalaire change sans problème. Et ça, on pouvait s'y attendre, mais maintenant, si on se déplace perpendiculairement à u, là, le produit scalaire ne change pas. Donc, en gros, si au vecteur v, on ajoute n'importe quel vecteur perpendiculaire à u, le produit scalaire ne va pas changer. Alors ça nous donne une indication, c'est déjà qu'il y a une sorte de symétrie par rapport aux droites qui passeraient par le vecteur u. C'est une sorte de symétrie axiale. On a remarqué aussi que le produit scalaire mesurait à quel point un angle était aigu, droit ou obtus, et le signe correspond. Et on voit donc que l'on prenne alpha ou moins alpha, ça ne change rien. Donc il y a un certain goût
une certaine, disons, saveur de cosinus dans ce produit scalaire. Et en effet, il y a vraiment un cosinus qui se cache dans le produit scalaire. Alors ce sera un des moyens d'ailleurs de calculer le produit scalaire, mais c'est pas toujours le meilleur. En fait, on l'utilisera plutôt à l'envers. On peut utiliser le produit scalaire pour calculer un cosinus. Finalement, pour conclure, ces trois expressions qui définissent le produit scalaire sont tout à fait valables, mais elles sont très peu pratiques. Calculer des normes, c'est pas quelque chose qu'on aime faire tous les jours. Mais n'empêche qu'il y a une méthode beaucoup plus simple pour calculer le produit scalaire, et cette méthode, nous la verrons la prochaine fois. À bientôt.